L'hypnose ne s'est pas toujours appelée hypnose et sa pratique a progressivement évolué au fil des siècles. Le but recherché depuis la nuit des temps est l'état modifié de conscience, familièrement surnommé la transe hypnotique. Alors, on peut retracer les origines lointaines de l'hypnose chez les guérisseurs chamaniques, notamment sur leurs peintures rupestres préhistoriques. Alors, il y a plus de 4000 ans, avant Jésus-Christ, les Sumériens ont décrit sur leurs tablettes des méthodes hypnotiques qui ont marqué les débuts dans des sociétés traditionnelles sibériennes et qui va suivre son cours chez de nombreux peuples au travers la guérison chamanique. Donc, c'est des chamans qui sont les guérisseurs de peuples. Alors leur travail est basé sur la méditation et entre les êtres humains et les esprits. Et puis on va voir apparaître il y a plus de 3000 ans les papyrus. Alors les papyrus, c'est Georges Ebers qui a découvert un papyrus où était noté poste ta main sur la douleur et dit que la douleur s'en aille. Mais apparemment, il y a aussi d'autres techniques comme les miroirs qui sont utilisés par des médecins qui réalisent des états hypnotiques et qui pratiquent aussi grâce à cela des anesthésies. Donc l'anesthésie, c'est une suppression des sensations et puis l'analgésie, donc c'est la diminution ou la suppression de la sensibilité de la douleur. On va voir aussi chez les Grecs. 200 ans après la naissance de Jésus-Christ, les Grecs anciens pratiquaient une médecine par les songes dans le sanctuaire d'Épidore, où on exécutait le culte d'Asclépios. Les Grecs étaient polythéistes, ils croyaient en plusieurs dieux. Hypnos était le dieu du sommeil, qui était aussi le fils de Nyx, le dieu de la nuit, et le frère jumeau de Thanatos, le dieu de la mort. Hypnos était le père de Morphée, que tout le monde connaît, d'où l'expression dans les bras de Morphée, dont le rôle était de prendre la forme des humains dans leurs rêves. Pour faire une petite parenthèse, l'univers fonctionne avec l'énergie, et l'énergie se concentre pour former des particules qui s'associent pour créer des atomes, puis des protéines, et puis des cellules, et enfin des êtres humains. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, le médecin allemand Franz Anton Mesmer, alors pas le Mesmer qu'on peut voir aujourd'hui dans les spectacles d'hypnose, c'est vraiment l'ancêtre Mesmer, il a découvert le fluide énergétique corporel en 1773. Il a découvert que ces patients étaient malades parce qu'ils souffraient d'un déséquilibre énergétique vital qui animait le corps. Donc, pour lui, il était nécessaire de rétablir cet équilibre pour créer la guérison. Alors, il affirmait la possibilité de soigner les malades par l'action d'un magnétiseur ou de substituts magnétiques, alors des aimants, de l'acier, du fer, etc. Alors, il rencontra effectivement un grand succès, parce que c'était une grande découverte à cette époque. Mais il finit par être perçu par le pouvoir scientifique et politique de l'époque comme un danger social, remettant en cause l'autorité de la science et de la médecine. Pourtant, d'autres médecins de l'époque se sont rendus compte qu'on pouvait véhiculer de l'énergie avec les mains aussi. Donc ils ont poursuivi les travaux de Mesmer et puis ils ont délaissé les matières en poursuivant les travaux de Mesmer. On a le marquis de Puységur. Alors, c'est un ancien officier général d'artillerie connu pour ses expériences retranscrites de la pratique du magnétisme animal sur l'homme. Contrairement au sujet noble et riche que le marquis de Puységur avait l'habitude de traiter, cette fois-ci avec la transe convulsive des passes magnétiques de Mesmer. Cette fois-ci, il va traiter un paysan qui s'appelle Victor, et Victor s'endort, et Puységur est fort surpris. Et craignant d'avoir commis quelques erreurs, il prolonge ses passes magnétiques et il l'endort. Et il se rend compte que Victor, malgré qu'il est endormi, il se met à parler, les yeux fermés. Et il dit voir à l'intérieur de son propre corps le siège de son mal. Il nomme ce mal, et dans les termes d'un savoir de l'époque, c'était... Pour un paysan qui puisse connaître des termes médicaux, c'était quand même hallucinant. Donc il sait qualifier la nature de son mal, il en précise l'étiologie, donc d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, et il prédit même le jour et l'heure de sa guérison. Donc
Il indique même de quelle façon et par quels moyens elle interviendra. Donc nous sommes le 4 mai 1784 et les jours qui suivent viendront confirmer en fait ces prédictions. Et les mêmes phénomènes surprenants se reproduiront, s'amplifieront même avec le sommeil profond, l'esprit toujours en éveil, parce que la personne elle dort, mais elle dort pas vraiment puisqu'elle parle et elle décrit des choses. Alors le paysan Victor, il va savoir déterminer l'état de santé, les organes et les fonctions et diagnostiquer même l'état de santé des personnes autour de lui qui sont malades, qui viennent aussi voir le marquis de Puységur. Donc à chaque fois, il va le mettre dans un sommeil artificiel et puis il va lui demander ce qu'ont les autres personnes autour d'eux. C'est une pratique qui se rapproche quand même de ce qu'on a aujourd'hui, le captage. Alors, je pourrais vous raconter encore plein d'histoires sur ce qui a été découvert par rapport au captage de l'époque avec Puységur. Mais voilà, il y a tellement de personnes dont je voudrais vous parler que je ne vais pas rester forcément sur Puységur. Mais il faut savoir qu'en 1784, l'Académie des sciences, sur l'ordre du roi Louis XVI, sera chargée d'examiner la doctrine de Mesmer. Et puis, cette commission, composée de médecins très reconnus de l'époque et de nombreux délégués de l'Académie des sciences, tout aussi appréciés, finalement, vont discréditer et ranger la théorie sur le fluide animal au placard. Parce que pour eux, c'est une imagination qui peut être à l'origine de phénomènes incroyables. Ils ont préféré faire arrêter cette pratique autour d'eux. Et alors au Royaume-Uni, on aura le fameux James Braid, qui est un médecin anesthésiste de l'époque, qui aura permis, lui, une avancée sur les travaux de Mesmer, parce que à l'époque, il n'y avait pas encore de produits chimiques anesthésiants. Donc lui, par contre, il définira l'hypnose comme un état de sommeil nerveux dans lequel il est facile de plonger une personne en utilisant l'induction par la fixation. Donc une induction, c'est une méthode. Donc lui, c'est la méthode de la fixation sur un objet brillant. Donc il utilise, lui, cette méthode, notamment pour obtenir l'anesthésie, lors des interventions chirurgicales, et il inventera le nom hypnose. En réalité, il l'aura repris d'un terme qui avait été utilisé par le baron Étienne Félix Denain de Cuvelier. Mais tout le monde dira que c'est lui, James Braid, qui a inventé le nom hypnose. Et puis on va avoir aussi le général Esdell aussi, au Royaume-Uni, qui lui était un médecin écossais. Donc lui, déjà sa vie, elle n'était pas facile parce que c'était quelqu'un de malade. Il a souffert de bronchite chronique et d'asthme durant toute son adolescence. Et lui, il a décidé de partir en Inde pour retrouver un climat plus bénéfique. Et là, il va s'engager dans la Compagnie anglaise des Indes orientales comme assistant chirurgien. Alors lui, là-bas, il pratiquera le magnétisme animal puisqu'on est quand même dans l'armée britannique. Il y a quand même des soldats qui sont arrangés avec la guerre. Donc il faut pratiquer des amputations. Et lui, il va essayer de les pratiquer sans douleur. Et finalement, ça va être positif, à tel point que le vice-gouverneur du Bengale, il va nommer une commission pour étudier ses travaux. Et puis à la fin, ils vont émettre quand même un rapport favorable parce que les hommes qui vont se faire amputer sans douleur, ce sera quand même aussi encore une découverte. Et c'est bienvenu dans les circonstances, j'ai envie de dire, qui étaient les leurs à l'époque. Donc après, malheureusement, on aura l'apparition des premiers anesthésiants chimiques, donc comme le chloroforme, l'éther, qui font rapidement leur apparition aux États-Unis en 1842 et puis en France en 1847. Et l'hypnose, elle aura disparu du milieu médical pendant de très longues années. Donc l'utilisation de l'hypnose évolue et elle intrigue bon nombre de scientifiques quand même du 19e siècle. Alors le 19e siècle, c'est le siècle des Lumières, le siècle des recherches, des découvertes. Et à cette même époque, on voit apparaître en France les grands philosophes de l'histoire. Toujours dans l'évolution de l'hypnose, on va avoir Jean-Martin Charcot, qui lui est un grand professeur d'anatomie pathologique. Il est académicien et un grand neurologue français à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Et il va avoir énormément d'élèves de l'époque, en fait, des philosophes de l'époque, en fait, qui vont passer par la Salpêtrière et devenir ses élèves. Donc ses travaux, lui, par contre, sont basés sur l'hypnose et l'hystérie.
Ça a été inspiré aussi à la fois par Pierre Janet dans ses études de psychopathologie, en fait, Charcot l'aura inspiré. Pierre Janet, lui, était un philosophe psychologue, un médecin français, une figure majeure de la psychologie française du 19e siècle, et il crée le terme de subconscient. C'est lui qui créera le terme subconscient. Donc son œuvre, lui, elle se porte sur le traumatisme psychique dans l'amnésie et la dissociation des souvenirs. Et c'est quelqu'un qui va être très étudié par les Américains. Et c'est une référence là-bas aux États-Unis. Sigmund Freud aussi, qui est lui le père de la psychanalyse. Donc lui, c'était un médecin autrichien et qui sera aussi le traducteur allemand de Jean-Martin Charcot de l'époque. Donc lui, par contre, Charcot, pour lui, l'hypnose était un état maladif, surtout chez les personnes manifestant des troubles de l'hystérie. Donc pour lui, l'hystérie, c'était une maladie des femmes par rapport aux organes génitaux, en fait. Et ce qu'il appelait l'hystérie, la source était les organes génitaux, mais c'était l'expression de grandes émotions, en fait. Mais ça, on le sait à l'époque d'aujourd'hui, on sait qu'un homme est plus fort de par sa constitution, une femme est plus émotionnelle, voilà. Donc c'est un peu normal qu'une femme elle ait des excès de sentiments, d'émotions, mais à l'époque, ils définissaient ça par de l'hystérie. Et ils se sont rendus compte qu'après, finalement, il n'y avait pas que les femmes qui avaient de l'hystérie, ce qu'ils appelaient eux de l'hystérie. Donc ils ont vu que les hommes aussi, finalement. Alors après, on aura aussi Sigmund Freud, médecin, il devient élève de Charcot, traducteur, c'est un neurologue autrichien. Autour de lui, tous ses pairs, collègues en médecine pratiquent l'hypnose. Donc lui, il va essayer d'étudier l'hypnose et toutes les techniques d'induction. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, les inductions, c'est les manières de mettre les personnes en transe hypnotique. Donc lui, il va tester des théories, il va aller rencontrer Hippolyte Bernheim, qui va s'opposer à la philosophie de Charcot. Lui, c'est un médecin neurologue français. Lui, il va créer l'école de Nancy avec d'autres médecins qui pratiquent aussi l'hypnose, avec des suggestions plutôt autoritaires et directives. C'est-à-dire, eux, ça va être dors maintenant. Et voilà, pour eux, c'est comme ça qu'on mettra quelqu'un en état hypnotique. Donc, l'hypnose, pour lui, c'est un état naturel qui n'a rien de pathologique. C'est pas du tout lié à l'hystérie, comme pouvait le dire Charcot. Il y aura l'interminable affrontement entre l'école de Nancy, donc pour eux l'hypnose c'est un ensemble de suggestions, c'est-à-dire on propose des choses à la personne, on lui dit qu'elle va s'endormir, qu'elle va se relaxer, etc. Mais de manière plutôt autoritaire. Donc dors, relaxe-toi. Paris, l'école de la Salpêtrière, où là c'est un peu plus excentrique comme technique et comme c'est un peu plus spectaculaire à voir. Bernheim, lui, va abandonner la pratique de l'hypnose, lui, pour se tourner vers une méthode qui désignera la psychothérapie. Donc, dans son école aussi, il faut savoir qu'il accueillera Émile Coué. Donc, Émile Coué, qui est psychologue et pharmacien français, qui va inventer une méthode autour de la guérison du développement personnel. Pour lui, toute pensée que nous avons en tête devient réalité, toute pensée occupant uniquement notre esprit devient vraie pour nous et a tendance à se transformer en acte. Donc contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas notre volonté qui nous fait agir, mais notre imagination, donc ce qui est notre inconscient, fondé sur l'autosuggestion. Je ne peux pas parler de tous les médecins neurologues de cette époque, de l'époque du siècle des Lumières, mais qui ont expérimenté toutes ces théories sur l'hypnose, mais je vous parle essentiellement des personnes qui font partie de l'évolution de cette pratique et qui est à la base, cette pratique qui est à la base une transe chamanique. Finalement, on voit que ça devient un état naturel et un état qu'on obtient à base de suggestion.